Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... We are somewhat stumped by the fact that here's a well-equipped boat in good condition with an experienced sailor who's been around the Bay Area for quite some time with all the right survival equipment. It's been frustrating for us. I have to admit that. If he is somewhere and doesn't want to be found, we can't keep looking. Des histoires étranges de l'ère numérique. En 2007, l'informaticien Jim Gray, légende de la Silicon Valley, prend le large avec son voilier dans le but d'aller disposer des cendres de sa mère dans le Pacifique. Marin très expérimenté, Jim part seul dans ce voyage qu'il voit comme une sorte de pèlerinage en souvenir de sa mère. Cependant, Jim ne reviendra jamais de ce voyage. Ni son corps, ni son voilier ne seront retrouvés. Alors que la communauté informatique de Silicon Valley se mobilise pour lancer les recherches, de mystérieuses théories émergent sur le web. Est-ce que la disparition de Jim serait volontaire? Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on boit une merveilleuse bière ce soir, mon gars. On boit la Mr. Jack de la microbrasserie Jackalope de Plessisville. Shout-out à Plessisville. Oui. C'est une New England IPA à 6% d'alcool avec un IBU de 70, donc quand même assez houblonné, qui semble-t-il est un bon accord avec des sushis. On sait à quoi les manger. On sait quoi manger après l'enregistrement. Yes, et cette bière nous est offerte par Véronique Rivière qui nous a fait une tournée de bière via le site web de distorsionpodcast.com. Merci à toi. Oui, merci Véronique. On a aussi un shout-out, je crois, 5 étoiles sur Apple Podcast, Seb. Qui nous vient de Too Fast For You Too, qui nous dit « Mystère, recherche exhaustive, animation conviviale et amusante, tout y est. Ce podcast est certainement le meilleur podcast francophone, toutes catégories confondues. Brillamment animé par Seb et Steph, sont des conteurs nés. Shout-out, Steph. Oui, vous serez accroché à la première écoute garantie 5 étoiles. Donc, mais qui est ce Steph? Merci à tous ceux qui nous donnent encore des reviews 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours apprécié, comme ça fait en sorte que plus de distordus nous découvrent et encore plus de passionnés d'histoires étranges de l'ère numérique. Oui. Et on vous rappelle que si vous voulez obtenir des épisodes en avance, nos after-shows, ainsi qu'un épisode secret à la fin de chaque saison, vous pouvez vous abonner à notre page Patreon où il y a quand même quelques centaines de distordus qui vous attendent. Donc, quand même pas mal de contenu. On est à notre 2e saison sur Patreon, donc semaine après semaine, il y en a toujours plus. Et aujourd'hui, encore une fois, on va enregistrer un after show avec une histoire qui est un peu complémentaire à celle dont on va traiter aujourd'hui. Et Seb, là-dessus, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans la disparition étrange de Jim Gray? Oui, mais juste avant, on doit donner un gros shout-out à notre partenaire NordVPN qui présente l'épisode d'aujourd'hui et qui célèbre ses 10 ans cette année. NordVPN sont les champions de toutes catégories de la sécurité sur Internet et en plus, ils encouragent plein de créateurs et de podcasteurs de partout dans le monde. C'est un peu grâce à eux que vous pouvez écouter vos podcasts préférés. C'est clair, parce qu'ils commanditent tellement de podcasts d'un peu partout dans le monde, Seb, que ça doit être des millions de dollars en investissement pour les créateurs de contenu, puis les YouTubers aussi. Donc, shout-out à vous. Puis, vous le savez, les distordus, pour assurer sa sécurité en ligne, ça prend un bon VPN. Surtout si vous travaillez dans des endroits publics, que vous êtes travailleur autonome et que, par exemple, vous souhaitez garder une forme de confidentialité lorsque vous échangez avec des clients. Sans doute que si Jim Gray était parmi nous, il vous conseillerait aussi de vous armer d'un bon VPN. Oh oui! En plus, avec NordVPN, Émile, vous pouvez avoir accès à une tonne de contenu en ligne, peu importe où vous êtes dans le monde. Il y a même des événements sportifs qui sont bloqués, puis ça aussi, avec NordVPN, vous pouvez les débloquer.
Pour célébrer les 10 ans de NordVPN, rendez-vous au nordvpn.com/distorsion pour obtenir un méga rabais sur un abonnement de 2 ans, en plus d'obtenir 1 mois gratuit ainsi qu'un cadeau bonus. Le tout est sans risque avec une garantie de 30 jours avec argent remise si vous n'êtes pas satisfait. Donc rendez-vous au nordvpn.com/distorsion ou encore cliquez sur le lien dans la description de l'épisode pour vous abonner et commencer à surfer sur le web en toute sécurité. Là-dessus, Seb, sommes-nous prêts à attaquer l'épisode d'aujourd'hui? Oui. C'est parti. Oh yeah. Seb, aujourd'hui, on traite d'une disparition mystérieuse, inexplicable, mais en plus une disparition en mer. Moi, ça ajoute on dirait un petit côté d'aventure à tout ça. Là. Ah ben oui, moi personnellement, je sais pas si toi t'as le pied marin ou moi j'aime pas beaucoup l'eau, j'ai peur de l'eau, j'ai l'impression que dans une autre vie je suis mort noyé ou je vais aller sur un bateau, mais souvent je suis pas le plus à l'aise, on dirait, j'ai peur, pourtant je sais nager et tout ça, mais il y a quelque chose qui m'insécure dans l'eau, puis au milieu de la mer, je trouve que le fait qu'il n'y a pas de frontières, ou du moins on voit pas de limite, souvent, là, tout dépendant où ce qu'on est, ça m'insécurise. Ouais, de mon côté, moi, je suis assez à l'aise dans l'eau, puis j'adore faire du bateau, du voilier, des choses comme ça, mais je serais pas du genre à partir seul en mer. Ouais, ça, j'avoue, ça pourrait me rendre assez terrifié. Là. Je salue les gens qui vivent sur un bateau, puis les gens qui font des longues traversées là, seuls. Là. Pour moi, je trouve ça très, très impressionnant. Et en plus, non seulement c'est une disparition très, très mystérieuse, très peu d'indices, là, vous allez voir, mais en plus, c'est un géant de l'informatique, c'est une légende même de l'informatique, Jim Gray, qui a disparu au début des années 2000. Oui, qui a créé plein de technologies que vous utilisez actuellement là, au niveau des bases de données, entre autres, des guichets automatiques, du commerce électronique. Il y a une tonne de choses qu'il a travaillé depuis les années 70 comme informaticien. Vous allez voir, on va faire un peu aussi son parcours de ces innovations technologiques parce que ça valait la peine, parce que c'est un vrai pionnier. Il n'a pas juste été bon dans les années 70, là. Encore jusqu'à sa disparition en 2007, il travaillait chez Microsoft et c'était un ingénieur de haut niveau. Là. Oui, c'est même un de tes idoles, je crois. Oui, vraiment. C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Il a gagné un prix Turing, qui est des prix qu'on remet aux plus grandes innovations informatiques. Donc, c'est ça. Il a travaillé chez Microsoft, il a travaillé chez IBM, il a plein de doctorats. Donc, c'était vraiment quelqu'un que je respectais beaucoup. Puis pour moi, ça m'a fait plaisir de me plonger dans cette histoire-là, parce qu'à l'époque, j'avais suivi un peu les détails, mais j'avais pas tant creusé le sujet. Mais je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de poids médiatique à l'époque là, sur ce sujet-là aux États-Unis, puis comment toute la Silicon Valley s'était mobilisée avec des moyens, vous allez voir, c'est fou. Oui. C'est fou les moyens qui ont été pris pour tenter de le retrouver en mer. Bref, c'est un épisode aussi un peu moins dark que nos précédents. Là. Oui. C'est un peu plus relax. Oui, nos précédents ont été assez dark aussi. Là. Oui, c'est ça. Fait que ça va faire du bien d'une certaine façon aussi. Là. Il n'y a pas de meurtre, ou du moins qu'on sait. Il n'y a personne qui se fait torturer dans cette histoire-là. Donc voilà. Puis même, de me plonger là-dedans, je suis allé fouiller un peu. Y a-t-il beaucoup de monde qui disparaissent en mer chaque année? Il n'y a pas de statistiques officielles parce qu'on le sait, la mer, oui, il y a des zones, mais ça reste un endroit géopolitique quand même assez complexe. Assez flou. Assez flou, exact, parce que c'est dur de délimiter clairement les frontières, même si je le sais que sur une carte, ils sont capables. Et même, on le voit dans notre premier livre, on a une histoire où justement on parle qu'il y a un téléphone cellulaire qui avait été retrouvé dans un taxi, puis qu'il y avait des meurtres qui avaient été filmés en mer. Puis justement, dans le livre, on couvre un peu certains éléments moins beaux du secteur maritime. Puis, là, je m'éloigne, mais on parle beaucoup des lois et tout ça dans ce chapitre-là. Je referme la parenthèse, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de chiffre officiel qui chiffre les disparitions en mer à chaque année, mais il y en a beaucoup. C'est plutôt, oui, exact. C'est plutôt rare que des personnalités
je dirais qu'ils partent seuls comme ça, disparaissent à 100%. Il y a toujours quelque chose qui est retrouvé, hein, une épave ou quelque chose. Puis, je pense que c'est ce côté-là. J'ai l'impression que dans certaines industries, notamment qui sont en lien avec, évidemment, des pirates, des pirates somaliens, on pense souvent à eux, mais il y en a d'autres nationalités, bien évidemment. Et on a souvent l'impression que les disparitions viennent de là, ou encore, il y a eu plusieurs cas aussi, quelques cas notoires de disparition sur des bateaux de croisière, Natalie Holloway, qui ont été, dont nous, on n'a jamais parlé, mais ça pourrait être intéressant un jour de faire un épisode, mais il y a ce phénomène-là, puis c'est jamais clair, est-ce qu'ils sont disparus sur le bateau lui-même, est-ce qu'ils sont disparus en mer ou sur une île qu'ils visitaient autour de tout ça, mais dans le cas de Jim Gray, c'est très différent parce que c'est vraiment quelqu'un qui partait à l'aventure, qui partait disposer des cendres de sa mère, donc il y avait un peu une mission très émotionnelle dans son voyage. Et aujourd'hui, je pense qu'on va rendre hommage un peu à l'homme qu'il était. Il y en a peut-être parmi vous plusieurs même qui n'ont aucune idée qui était Jim Gray. Puis on va vous faire toute la chronologie des événements entourant sa disparition. Donc ça risque d'être très intéressant. Oui, on y va. Nous sommes le dimanche 28 janvier 2007 sur la baie de San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Jim Gray, 63 ans, et sa femme, Donna Carnez, sont deux marins passionnés qui vivent périodiquement sur leur bateau qui séjourne à la marina Gas House Cove. Ce matin-là, Jim se réveille seul à bord de leur cruiser rouge baptisé Tenacious, donc tenace, en prévision de son expédition. C'est un voilier d'une longueur de 40 pieds qu'il possède depuis 1996. Ce sont donc des marins que l'on peut qualifier d'assez expérimentés. Là, on est en 2007, donc ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils possèdent ce bateau-là. L'eau est très calme et la météo prédit que c'est une belle journée pour faire de la voile. Cependant, cette fois-ci, sa femme, Donna, ne sera pas de la partie car elle est en vacances avec des amis dans le Wisconsin. C'est une tradition qu'elle perpétue annuellement depuis longtemps. Même Émile et moi, on a ça avec certains amis. À chaque année, il faut qu'on fasse un événement. Donc, on comprend ce type de tradition-là. Un peu avant de quitter, Jim, lui téléphona pour prendre de ses nouvelles et lui partager son itinéraire de la journée. Là, c'est des gens très proches, puis jamais il va partir en mer sans lui dire. Il prévoit se diriger vers les îles Farallon, qui sont dans un refuge faunique qui est situé à 27 000 au large, pour disperser les cendres de sa mère Anne, comme Émile nous a dit en début d'épisode, qui, elle, est décédée en octobre 2006, soit un an environ avant. Le golfe des Farallones est un golfe de l'océan Pacifique baignant les côtes de Californie qui est situé en face du pont, le Golden Gate, le gros pont rouge de San Francisco. Il est situé entre les îles Farallon qui lui ont donné son nom et le continent, plus précisément le littoral de la baie de Drake, ça pour les gens qui sont plus connaissants de ces espaces maritimes-là. Jim termine ses préparatifs et quitte vers l'océan. Alors qu'il franchit le fameux pont Golden Gate, la marée et le vent sont en sa faveur. À 10h30 le matin, il rappelle Donna, sa femme, et lui dit qu'il s'approche à 15 000 d'une bouée de sauvetage. En fait, là, des bouées de marquage, là, plutôt. Oui. Pas de sauvetage, pardon, de marquage là, qu'on voit sur la mer, là, rouge et blanc pour délimiter les zones maritimes. Les zones, exact. Elle lui demande s'il porte son harnais de sécurité. Il répond par l'affirmative et lui confirme qu'il prendra contact avec elle dès que Tenacious reviendra à bon port. Mais on ne sait pas son harnais de sûreté. Qu'est-ce que ça consistait? Hein? Moi aussi, j'ai vu ça quand je lisais. Ouais. Il lui a dit, justement, j'ai mon harnais de sûreté. Mais c'est quoi? C'est une veste de sauvetage? C'est un harnais attaché au bateau? Je le sais pas, moi non plus. S'il y en a qui, parmi les distordus qui sont familiers avec, justement, le monde de la voile, faites-nous signe. Oui. C'est quoi un harnais de sécurité? Oui, mais je pense que c'est un truc que, justement, tu peux attacher en cas que ça brasse beaucoup comme ça, tu vois, mais je suis pas certain. Fait que, oui, informez-nous. Quelques minutes plus tard, il laisse un message vocal optimiste pour sa fille Heather, qui habite à Santa Barbara, elle qui est issue d'un précédent mariage. Il lui dit « J'amène mamie à sa dernière demeure. Je suis entouré de dauphins ici. C'est un peu nuageux, mais très agréable. Pas de baleines, mais beaucoup de dauphins, et c'est très joli. Amour et bisous, prends soin de toi, au revoir. » Donc, à ce moment-là de l'expédition, ça allait très bien pour lui. Oui, il n'y a rien dans son discours qui
porte à croire quoi que ce soit. Là. C'est une zone aussi où il y a beaucoup d'animaux sauvages, particulièrement des oiseaux aussi. Hein. Il y a des oiseaux exotiques dans le coin de cette île-là. Apparemment que c'est un peu un petit paradis là, pour les passionnés d'ornithologie. Aussi, comme tu dis, comme il disait, il y a des baleines, des dauphins, puis plusieurs animaux marins. Oui. Même dans les théories, il y en a une sur les animaux marins. On y reviendra. Oui. À 11h50, son téléphone se synchronise une dernière fois avec le serveur de messagerie de Microsoft, signalant au passage une tour de cellulaire de l'entreprise Singular qui appartient à AT&T aux États-Unis. Et la tour, elle était située au sud de San Francisco. Quelques heures plus tard, sur l'île Farallon du sud-est, un naturaliste du nom de Brett Hartle a repéré un voilier à la coque rougeâtre à 1 ou 2 milles des côtes, naviguant vers le nord. Ensuite, Jim et son bateau ont disparu. C'est la dernière personne qui l'aurait vu. Mm-hmm. La garde côtière n'a reçu aucun appel Mayday et provenant de son EPIRB qu'on appelle, c'est vraiment un système de sécurité qui va se déclencher automatiquement là, s'il y a un problème. Puis ça aussi, on va vous en reparler. Là, c'est une sorte de radio d'urgence là, qui va diffuser un signal là, s'il y a un naufrage ou quoi que ce soit. Mais ça aussi, c'est resté silencieux. Mais on va y revenir. Aucun marin dans la région n'a signalé avoir vu le bateau à la dérive et pas un seul gilet de sauvetage, lampe de poche ou débris qui appartenait à Tenacious, le bateau, ne s'est échoué sur les plages locales. La nouvelle de la disparition de Jim Gray a choqué l'ensemble de la communauté de la tech où Jim était très respecté pour ses innovations. Avant d'aller plus loin, Émile, dis-nous-en donc un peu plus sur la carrière professionnelle de Jim Gray. Avec plaisir. Le développeur James Nicholas Gray était une légende informatique là, depuis les années 1970. Son travail a contribué à rendre possible des technologies qu'on utilise toujours au quotidien, telles que les distributeurs automatiques là, de billets de banque, le commerce électronique, la billetterie en ligne et les bases de données complexes comme celles utilisées par Google, par exemple. Le cofondateur de Google, Sergey Brin, mentionne que le travail de Jim les a inspirés à démarrer Google, ainsi que de nombreux autres informaticiens à rechercher et à entreprendre des projets informatiques très ambitieux. Il n'a jamais reculé devant les problèmes impliquant des données et des calculs à grande échelle. C'était vraiment un érudit qui aimait les défis mathématiques. Oui, vraiment. Lorsque Jim Gray a rejoint Microsoft en 1995, il a convaincu le géant du logiciel de lancer un centre de recherche à San Francisco afin que lui et sa femme n'aient pas à déménager à Redmond, parce que le siège social de Microsoft aux États-Unis, c'est à Redmond, là, qui est au nord-est de Seattle, dans l'État de Washington. Il n'y a pas de bureau proprement dit en Californie, du moins pas à ce moment-là, puis il les a convaincus d'ouvrir un bureau à San Francisco. Le directeur de Microsoft Research, Rick Rashid, a déclaré que si Jim avait voulu un laboratoire à Monte-Carlo, ils en auraient construit un. Donc, c'est pour dire à quel point il le respectait. Oui, qu'il voulait. Là. Oui. En 1998, les pairs de Jim lui ont décerné la plus haute distinction en informatique, le prix Turing, pour sa contribution à l'avancement des bases de données. Le prix Turing, c'est en hommage à Alan Turing, là, qui est un mathématicien, cryptologue britannique. C'est attribué tous les ans depuis 1966 à une personne sélectionnée pour sa contribution de nature là, technique faite à la communauté informatique. Les contributions doivent être d'une grande importance technique et durable dans le domaine informatique. Par exemple, Tim Berners-Lee, qu'on connaît comme le créateur du World Wide Web et du premier navigateur Internet, il a reçu, lui, cet honneur en 2016. Même si, il a commencé ses travaux beaucoup plus tôt, là, en 90. On doit le remercier parce que sans lui, distorsion n'existerait pas. Donc, on n'aurait pas d'ère numérique. Exact. Son influence s'était étendue bien au-delà du monde de l'informatique. Chaque matin, alors que Jim se rendait au laboratoire de recherche de Microsoft, situé dans le quartier Telegraph Hill à San Francisco, il discutait au téléphone avec l'un des nombreux scientifiques qui devenaient des invités réguliers sur son bateau. Il pouvait parler à des astronomes, des océanographes, des géologues, des généticiens ou à des collègues programmeurs et semblait maîtriser chaque domaine scientifique. Fou, ça. Il se sentait tout aussi à l'aise de marcher le long du sentier de Tahoe Rim ou de remonter le delta de la rivière de Sacramento avec sa femme. Donc, il aimait le plein air, il aimait l'aventure, puis il aimait beaucoup justement avoir des challenges maritimes. Il a toujours été comme ça. Mais revenons à sa disparition en mer qui est très mystérieuse. Pour l'instant,
il est encore tôt. En fait, on n'a pas de nouvelles de lui. Non. Puis il y a encore une certaine forme d'espoir là, qui demeure. Oui, absolument. On est dans les débuts. La mystérieuse disparition de Jim motive l'une des missions de recherche et de sauvetage les plus ambitieuses de l'histoire. Tout d'abord, la garde côtière a parcouru 132 000 carrés d'océan pour tenter de le retrouver, ou du moins de retrouver le moindre indice. Ensuite, il y a une équipe de scientifiques et d'acteurs puissants de la Silicon Valley qui ont tourné les yeux de la planète scientifique vers le Pacifique, là, c'est une forme de jeu de mots. Ils ont piloté des satellites, des avions de la NASA au-dessus du Golden Gate et dans les environs. Ils ont mobilisé la recherche de Tenacious, le bateau, sur les blogs et même sur le site d'Amazon. À l'époque, vous allez voir, il était ami avec avec des gens proches d'Amazon. Ce groupe comprenait certains des meilleurs cerveaux de la science et de la technologie, parmi lesquels on retrouvait justement le chef d'Amazon, Werner Vogels, et des cadres supérieurs de Microsoft, de Oracle, dont Bill Gates et Larry Ellison, fondateur d'Oracle. Donc, on va vous parler tout à l'heure. Oracle, c'est des bases de données, c'est une très, très grosse entreprise. En plus de ça, il y a des océanographes et des ingénieurs de la US Navy, du Jet Propulsion Lab de la NASA et du Monterey Bay Aquarium Research Institute se sont joints eux aussi à l'effort, tout comme les astronautes des principales universités des astronomes, pardon, pas les astronautes, plutôt les astronomes des principales universités américaines. Ça faisait un peu bizarre, les astronautes, malgré qu'ils peut-être du ciel. Non, je rigole. La recherche de Jim est devenue rapidement d'actualité nationale aux États-Unis et le web, comme à l'habitude, s'est enflammé là, avec différentes théories sur sa disparition. Et encore une fois, on a notre fameux D.B. Cooper qui revient dans une de nos histoires. Il y a plusieurs internautes qui ont tenté de présenter Jim Gray, là, le programmeur, comme un D.B. Cooper de l'ère numérique qui aurait disparu. Puis en fait, je vous rappelle, D.B. Cooper, lui, il a disparu en 1971 avec une valise qui était pleine d'argent là, en sautant d'un avion. On l'a jamais retrouvé. Là. Il y a une image iconique là, d'un homme avec... Portrait robot. Oui, c'est ça, avec un homme avec des lunettes fumées. Bien qu'en fait, pour le moment, il n'y a aucun motif à Jim qui pourrait motiver une fuite comme ça. Là, oui, puis de le comparer à D.B. Cooper, D.B. Cooper, c'était un vol, en fait. Ben oui, c'est ça. C'est drôle un peu parce que oui, Jim, il avait de l'argent là, par ses... Mais il a volé personne. Il a volé personne, c'est ça, exact. Également, alors que des bateaux de récupération et des véhicules sous-marins télécommandés scrutaient le fond marin le long de la côte nord de la Californie, une perquisition a eu lieu dans la maison de Jim et sa femme, Donna, pour tenter de trouver des explications. Celle-ci est restée isolée avec un agent de sécurité posté à sa porte, refusant de parler à la presse qui était présente sur les lieux, sauf à un journaliste, et elle lui dit ceci. « Je suis déterminé à découvrir ce qui est arrivé à mon mari, et je suis déterminé à trouver Tenacious, car il est la clé de Jim et de ce mystère étrange, singulier et très douloureux. » Oui, car elle faisait confiance à son mari, en fait. Elle se fiait à son talent de marin. Puis ça doit être particulier aussi pour un conjointe de voir son partenaire partir comme ça seul. Hein. Il doit toujours avoir une forme de stress ou de crainte. Puis il est possible de voir Donna, justement, elle s'est exprimée plusieurs fois, même devant les médias. Elle s'exprime très bien, très intéressante à écouter. Même elle fait certaines formes de métaphores en s'exprimant très clair. On voit qu'elle avait un peu une personnalité similaire à celle de Jim. Là. C'est quelqu'un qui est très, bien posé, bien articulé. Oui, absolument. Elle a passé le dernier après-midi normal de sa vie à skier près d'un lodge qui était isolé au bord d'un lac là, dans le nord du Wisconsin avec ses amis. Dimanche soir, craignant ne pas avoir eu de nouvelles de son mari, elle a téléphoné au capitaine du port du Gas House Cove. Là, je vous rappelle, c'est le port où fait dodo le Tenacious, le bateau. Et lui a vérifié si la couchette du bateau était vide. Et elle l'était. Donc ensuite, le capitaine du port a appelé la garde côtière pour annoncer son absence, parce que là, c'était pas normal qu'il ne soit pas de retour. Lorsque le téléphone de David Swatland, j'aime son nom, Swatland, puis je vous en parle après, a sonné à son domicile de Berkeley cette nuit-là. Il espérait que ce serait un cas de routine d'un voilier en retard avec la fin heureuse habituelle. Le commandant adjoint du secteur de la garde côtière la plus fréquentée de la côte ouest, David Swatland, et son équipe ont répondu
à 1705 appels de recherche et de sauvetage juste en 2005. La plupart étaient relativement mineurs, là, des kayaks à la dérive ou des randonneurs bloqués là, par la marée. David, c'est un ancien triathlète. Il reçoit plusieurs rapports par semaine de bateaux rentrant tard dans la baie, mais il arrive généralement dans une marina quelque part en quelques heures. Tout ça pour dire qu'en général, il retrouve toujours les bateaux qui sont perdus. Il reçoit moins de 10 appels par an au sujet de bateaux égarés dans l'océan, bien que ces cas soient généralement résolus en une seule journée. Fait que c'est rare qu'on perd un bateau en mer. Oui. Selon lui, la plupart des marins sont assez prudents en dehors du Golden Gate car ils sont conscients qu'il s'agit d'une portion de littoral qui est particulièrement impitoyable là, dans un océan comme ça. En fait, ce qui arrive quand l'océan s'échauffe, c'est que les marins vont se faire mouiller par les vagues et les bateaux parce qu'il y a du vent, il y a du trafic et tout ça, mais généralement, il n'y a rien qui se produit en tant que tel qui arrive à une disparition de bateaux. Là. La garde côtière, qui est devenue une branche du Department of Homeland Security là, aux États-Unis en 2003, surveille le secteur de San Francisco depuis un centre de commandement sur l'île de Yerba Buena. Après l'appel du capitaine du port, l'équipage de David Swatlen a diffusé une description du voilier à mât noir aux marins, c'est-à-dire que le bateau a un mât noir, puis il y a une coque blanche et rouge aussi. Là. Exact. Plus tard dans la nuit, un bateau patrouilleur de 87 pieds a rugi du centre de commandement, rejoint par un canot de sauvetage à moteur capable de gérer un changement de cap à 360 degrés dans les vagues. À 1h du matin, un hélicoptère et un avion à turbopropulseur, tous deux équipés d'un radar à imagerie thermique, ont commencé à voler sur des grilles serrées là, vers les îles Farallon pour tenter de retrouver un épave ou quelque chose, des vêtements, quelque chose qui flotte ou quoi que ce soit. Là. Donna, elle est restée éveillée toute la nuit, recevant des mises à jour à toutes les demi-heures de tous les gens qui sont impliqués dans les recherches. Donc, ça devait être une nuit assez mouvementée pour elle là, ce jour-là. Dans la matinée, la garde côtière a envoyé son communiqué de presse standard au sujet d'un marin disparu. David Swatlen ignorait que Jim était bien connu dans les cercles technologiques jusqu'à ce que les journalistes locaux établissent la connexion avec Microsoft et descendent eux aussi sur l'île de Yerba Buena avec des caméras de télévision. Donc là, les médias sont mis au courant. Ouais. La nouvelle va se répandre rapidement parmi les collègues et les amis du programmeur ainsi que dans toute la communauté informatique. Ouais. Lundi soir, Paula Hawthorne, qui est une ancienne vice-présidente d'Informix, qui est une entreprise spécialisée en base de données qui connaissait Jim depuis 35 ans, a reçu un appel de son fils Andrew. Il lui a rappelé à quel point Donna Carnes, la femme de Jim, avait été utile lorsque le propre père de Paula était sur le point de mourir d'un cancer. Andrew convaincra donc sa mère qu'elle devrait utiliser son expertise technique et ses contacts pour aider Donna à retrouver Jim en mer. C'est là que ça commence. Ouais, là, il y a plusieurs compagnies qui vont mettre leurs efforts tous ensemble pour tenter de faire une offensive de recherche. Même des entreprises que dans la vie sont en compétition. Oui, et que absolument. Là, ils vont s'allier ensemble pour travailler ensemble pour retrouver Jim. À quel point Jim était quelqu'un là, d'apprécié, peu importe l'entreprise. Exact. Paula est restée éveillée là, la majeure partie de la nuit, pensant aux moyens par lesquels les illustres amis de Jim, avec leurs liens avec les grandes institutions scientifiques et les agences là, à Washington, pourraient aider à la recherche. Le lendemain, elle envoya un email à un groupe restreint de ses associés suggérant l'utilisation d'images satellites pour compléter la recherche effectuée par les bateaux et les avions de la garde côtière. Parce que c'est vrai, il y a des satellites qui surplombent toute cette partie-là de l'océan. Ironiquement, l'un des premiers projets de Jim Gray chez Microsoft a été de rendre disponibles en ligne des images de haute résolution de la planète, captées par des satellites 7 ans avant que Google le fasse avec Google Earth. Ouais. Le projet qui était nommé Terra Server est revenu à la mémoire de Paula, ce qui lui donna une idée. Paula écrit immédiatement à un de ses contacts près de Sergey Brin, le cofondateur de Google, qui promit de parler avec la société de satellites commerciaux Digital Globe, le principal fournisseur d'images de Google. Également, d'autres joueurs dans le monde des satellites se joignent aux recherches. La liste là, en CC là, des courriels est sans cesse croissante et elle a été baptisée Friends of Jim. Oui. Donc, il y a comme une méga chaîne de courriels avec plein de gens du monde de la Silicon Valley qui continuent de s'accroître à chaque jour. Là.
C'est bien pratique d'avoir des contacts dans ces entreprises-là. En milieu de semaine, toujours sans nouvelles de Jim, David Swatland affectait davantage de bateaux, d'hélicoptères et de personnel de la garde côtière à sa recherche. Il a fait appel aux services locaux du shérif et au National Park Service pour patrouiller le long de la côte et il a effectué des simulations informatiques pour prédire où le bateau Tenacious pourrait dériver si son capitaine avait subi une crise cardiaque, par exemple, ou un autre événement catastrophique. Ça m'a fasciné qu'on a Oui. des logiciels qui calculent ça. Et ça simule Oui, tout ça. c'est incroyable. Ben oui. Pendant ce temps, Joe Hellerstein, un ancien protégé de Jim qui était devenu professeur d'informatique à l'université de Berkeley, a lancé un blog pour coordonner les efforts en ligne. Les collègues de Jim chez Microsoft ont travaillé avec la garde côtière pour apporter davantage de ressources techniques à la recherche et éventuellement même contribuer au blog. Cette mobilisation d'urgence a donné à de nombreux membres de la communauté technologique de la Bay Area une sensation de déjà-vu. Mais pourquoi ça, Seb? Oui, je vous en parle. À la fin novembre 2006, le rédacteur en chef de CNET, là, les gens en technologie doivent connaître le site CNET. Là, Oui. C'est un des plus vieux sites. Ça existe encore? Oui. Puis il est encore très diversifié, très varié, puis il a passé entre plusieurs mains au fil du temps, mais toujours vivant. Le rédacteur en chef en 2006, je reviens à l'histoire, James Kim, et sa femme s'étaient retrouvés bloqués dans les montagnes de l'Oregon. La femme et les enfants de James ont été sauvés. Là, c'est James Kim, là, c'est pas Jim, parce que 2 ingénieurs de l'entreprise Edge Wireless ont passé des heures à examiner les journaux téléphoniques, puis finalement, ils ont repéré un ping à une tour cellulaire, ce qui avait permis à un pilote de sauvetage de les localiser juste à temps. Par contre, James, lui, il était allé chercher de l'aide et il a été retrouvé mort 2 jours plus tard en laissant sa famille comme ça. Et ça, c'est arrivé en novembre 2006, donc 1 an avant la disparition de Jim. Et à cette époque-là aussi, il y avait eu quand même un gros crowdsourcing du monde technologique. Oui. Ça, on va vous en parler un petit peu plus en détail dans l'after show. C'est une histoire qui est assez courte, mais on va vous donner plus de détails. Mais ça reste que ça l'a marqué le monde de la techno, puis ils ne voulaient pas revivre cet événement-là parce que James Kim, ils se sont perdus plus d'une dizaine de jours. Puis s'ils avaient été en mesure de les retrouver avant, ben, ils auraient peut-être pu le retrouver mort. Fait qu'on dirait que dès le départ, ils n'ont pas voulu l'échapper comme ils l'ont échappé, malgré ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ouais. Déterminée à ne pas laisser l'histoire se répéter, la garde côtière a demandé à Cingular, l'entreprise de cellulaire, les enregistrements complets des téléphones de Jim afin qu'il puisse trianguler son dernier point de contact. Au début, l'entreprise a hésité, invoquant des problèmes de confidentialité. L'entreprise n'était pas certaine de l'autorité de la garde côtière parce qu'on dirait que la garde côtière, c'est comme en deux. Ouais, c'est pas le FBI, c'est pas l'armée, c'est pas la... Ouais. Ça, on dirait, puis c'est pour ça qu'ils hésitaient. Finalement, ils ont donné les données cellulaires. Au moins, le temps dans le ciel coopérait. Il était clair pendant les recherches et les mers étaient inhabituellement calmes pour cette période de l'année. Les pilotes de recherche pouvaient voir des refroidisseurs de bière et d'autres épaves qui flottaient dans l'eau. Mais rien de tout ça appartenait à Jim ou au bateau. Des refroidisseurs de bière, c'est des genres des glacières, oui, quoi, que j'imagine exactement. que les marins utilisent pour transporter peut-être du stock. Un lunch, je sais pas, j'imagine. Là. Mais c'est souvent sur des bateaux de plaisance et tout ça. Là, oui. Des rumeurs ont circulé sur les quais de bateaux et en ligne sur les forums de discussion sur la voile, en plus de Reddit et tout ça, selon lequel Jim pourrait en ce moment traverser imprudemment le Pacifique ou être déjà installé pour une tournée en fait de Margarita à Baja en Hongrie. Ça, c'était les premières théories qui sortaient sur sa fuite. Il y avait aussi une possibilité plus sombre à considérer. La mort de la mère de Jim en octobre a suivi la mort inattendue du père de Donna, sa femme, en juin. En voyant Anne, sa mère, perdre sa capacité à marcher avant de mourir de vieillesse à 97 ans, Jim a confié à sa femme « J'ai vu mon avenir et il est moche ». Puis ça l'a quand même soulevé dans les questionnements, même sa propre femme. Est-ce que la peine et le chagrin liés à la mort de sa mère. Puis son père aussi, il était quand même mort il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Jim aurait pu le pousser à s'aborder son bateau juste pour mourir et se suicider en voyant sa mère qui ne marchait plus. Mais
je veux dire, on dit que j'y crois pas à ça. Il y avait quand même, il avait 67 ans, je pense, quelque chose comme ça. Il y a quand même 30 ans d'écart entre lui et sa mère, puis même s'il voit sa fin qui est triste, on dirait que je pense pas qu'il aurait fait ça pour ça. Là, oui, il était triste. Ça faisait 1 an qu'il gardait les cendres de sa mère chez lui pour trouver le bon moment pour aller les porter là. Fait que c'était pas non plus un geste précipité ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est... on dirait que j'adhère moins à cette théorie-là. Les amis qui ont parlé à Jim presque tous les jours trouvent ce scénario peu probable. Au dire de tous, il était satisfait de son mariage, engagé dans son travail et ravi de l'arrivée de Sam, qui est son premier petit enfant qui est né en 2005 de Heather, sa fille de 38 ans, qu'on vous a parlé tout à l'heure. Elle-même disait que son père était plus heureux que jamais et que malgré qu'il avait toujours eu autant de succès et équilibrer sa vie professionnelle, ça a toujours été un défi. Mais là, il avait trouvé cet équilibre-là. À son âge, il approchait de la retraite. Il était bien. Fait que pour elle, la théorie du suicide, en fait, pour la plupart de ses proches, ils l'ont tous écarté. Il n'y avait rien dans sa vie qui pouvait l'amener vers ça. Donc, la thèse du suicide est écartée par ses proches. Au fil des jours, David Swatland, le chef de la garde côtière, se sentait de plus en plus frustré par l'échec des recherches. Il n'arrivait pas à comprendre que malgré l'étendue des recherches et les outils technologiques utilisés, aucune trace de Jim ou de son bateau avait été retrouvée. Il avait l'impression, à la blague, que Jim avait été kidnappé par Apple, lui qui travaillait pour Microsoft. Donc ça allait jusque-là à quel point il n'avait jamais vu une situation comme ça. N'importe quelle entreprise technologique aurait été impatiente de mettre la main sur Jim. Il avait aussi réussi à rester à la pointe de l'informatique et des technologies pendant des décennies et son curriculum vitae se lit comme une chronologie des développements clés de l'ère numérique. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il aurait été kidnappé par Apple, j'en doute fort? Non, ça c'est une blague, mais c'est une blague, mais c'est vrai que plusieurs personnes, même gouvernements, auraient eu tendance à l'avoir dans son camp. Là. Mais il y a des quand on va discuter des théories, il y a des théories politiques aussi par rapport à ça. On va revenir aussi sur certains événements de la vie de Jim. Là. Tout d'abord, sa naissance en 1944 à San Francisco, il a passé ses premières années à Rome, où son père James était un espion pour l'armée américaine, imagine-toi. C'est quand même étrange, ça. Est-ce que ça serait lié à l'histoire? Après la séparation de ses parents, Jim et sa sœur, Gail, sont retournés dans la Bay Area, en Californie, pour être élevés par leur mère. James, son père, de son côté, a quitté on ne sait trop où pour devenir un inventeur. Il a réussi en faisant une petite fortune en ayant fait breveter la première cartouche de ruban de machine à écrire. Tandis que sa mère, Anne, enseignait l'anglais à l'école publique. Faut que je te fasse une parenthèse de ça. C'est drôle à l'époque. Les pères se divorçaient, ils n'habitent pas proche de son... Tu sais, il n'y a rien qui mentionne qu'il n'était pas proche de son père, mais son père n'habitait même plus avec les enfants. Ça disait simplement il a quitté le nid familial pour devenir inventeur. Ça se voit plus aujourd'hui, un père qui abandonne... Ben, je veux dire, il y en a des pères qui abandonnent leur famille, mais généralement...
même quand tu te sépares ou tu te divorces, tu t'en vas pas, je m'en vais partir une business dans un autre état où je trouvais ça drôle, ça, c'était plus courant à l'époque de voir ça. On dirait que quand il y avait des séparations, le père changeait de ville, puis il n'y a pas de problème. On avait aussi moins de détails. On n'avait pas les réseaux sociaux pour voir où est-ce qu'ils allaient exactement. Mais bref, ça me pas me perturber, mais ça m'a marqué un peu. Jim était fasciné par la science, là, notamment avec les visites qu'il a fait lorsqu'il était à l'école, à l'aquarium et au planétarium à San Francisco. Ça l'a vraiment, amené vers ce milieu-là. Adolescent, il dévorait des livres comme The Human Use of Human Beings de Norbert Wiener, qui prédisait audacieusement que les ordinateurs seraient un jour assez intelligents pour jouer aux échecs et résoudre les problèmes sociaux. On ne sait pas s'ils les résoudent vraiment maintenant, mais effectivement. Ils jouent un rôle dans nos vies sociales. Jim a reçu un autre type d'éducation lors de voyages de camping avec son oncle à Yosemite, où il a appris à survivre dans les bois avec un minimum d'équipement. Donc, c'est un peu de là que vient sa fibre de plein air. Selon Gail, sa sœur, son frère Jim est devenu un peu casse-cou en vieillissant, prenant des risques parce qu'il a toujours eu la mentalité qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Lorsque la famille passait des jours à la plage de Santa Cruz, il nageait seul devant le brise-lames. Le brise-lames, les brise-lames, là, c'est des, les gros poteaux près des ports de bateaux et tout ça. Tout ça, puis c'est pour protéger la berge, là, du moins, le côté. Puis c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de vagues. Puis tu peux te cogner, tu peux te blesser. Et lui, il aimait ça, aller nager là, juste pour le défi de défier la nature. Hein. Donc, parce que moi aussi, des brise-lames, je ne savais pas c'était quoi, puis je l'ai cherché. C'est vraiment ça. Puis en voyant l'image, on le voit, là, c'est les gros poteaux de bois là, qu'on voit sur le bord. Bon, merci pour cette instruction nautique. Jim s'est inscrit à l'université de Berkeley en 1961, a laissé pousser ses cheveux longs et a loué une chambre avec un sol qui était en terre battue au sous-sol pour 5$ par mois. Donc, très typique Silicon Valley hippie, là. Au départ, il pensait se spécialiser en philosophie, mais il s'en est désintéressé rapidement lorsqu'il a découvert les ordinateurs. Il s'inscrit alors à des cours d'études supérieures sans avoir suivi les prérequis et en 1969, il obtient le premier doctorat en informatique de l'université de Berkeley. Incroyable. Après un passage dans l'entreprise Bell Labs, le jeune codeur a trouvé un emploi chez IBM Research à San Jose. Il s'est plongé joyeusement dans les rouages de la gestion des données, considérées comme très plates et arides, là, même pour les plus geeks. Là. Je vous ramène à l'époque, là, la saisie d'une requête dans une banque de données, là, ça nécessitait une syntaxe de requête et une équipe complète de programmeurs pour faire ça. Là. Car la base de données avec des mots n'avait pas encore pris forme, ça n'existait pas. Là. Maintenant, on peut interroger les bases de données puis c'est classifié. On appelle ça des bases de données relationnelles, mais à l'époque, c'était très complexe. Par contre, en 1969, il y a un mathématicien d'IBM nommé Ted Codd qui a eu une révélation. Il a fait une esquisse d'un modèle pour une base de données dite relationnelle, puis c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, qui permettrait de trier plus facilement les informations là, qu'on retrouve dans une base de données. Jim a rejoint cette équipe-là de recherche et développement pour tenter de transformer ces concepts-là les décliner en vrais algorithmes fonctionnels. Son travail s'est concentré sur les transactions dans une banque de données. Là, quand faut-il engager fermement les changements dans une banque de données? Que se passe-t-il si l'une des deux transactions échoue à mi-chemin? Comment 2 ou 2000 utilisateurs peuvent accéder aux mêmes données en même temps sans les briser? C'est tous des questionnements qu'à l'époque, on ne se questionnait pas et Jim a apporté ça sur la table. Dans ses travaux de recherche, il a comparé les transactions à un contrat de mariage. Quel était le bon moment pour dire « j'y vais, je le fais ». Puis c'est vrai, dans une base de données, faut se rappeler que quand on clique sur un bouton, par exemple, quand vous allez sur votre fil de nouvelles Facebook, il y a une base de données qui est interrogée, il va chercher votre profil, il va chercher... Toutes ces informations-là sont stockées à quelque part. Mais en même temps, il faut tout ça se synchronise ensemble pour que ça fonctionne bien. Mais c'est pas magique, il faut donner des instructions à l'ordinateur. C'est très, très complexe. Et lui, il est arrivé à décrypter ça puis à créer des algorithmes fonctionnels. Moi, ça me dépasse complètement. J'ai pas ce cerveau-là, puis ça me fascine.
Une autre des innovations technologiques que Jim a apportées, c'est la création du langage de requête SQL. Là. Les gens qui sont en informatique, en programmation, ça va leur dire quelque chose. Là. C'est le Structured Query Language. Là. C'est les formules qu'on veut interroger une base de données, en fait, en informatique. Autre chose, on a parlé au début du podcast de Oracle et de Larry Ellison. Il faut savoir que Larry Ellison, c'est un des hommes les plus riches de la planète. Hein. Aujourd'hui, à 77 ans, il a une fortune de 120 milliards. Ça, il a fondé ça, il a bâti ça en créant Oracle. Mais c'est ce qu'il faut savoir, puis ça, je l'ignorais avant de travailler sur ce dossier-là, c'est que dans le fond, Larry Ellison, quand il a commencé au départ à démarrer Oracle, il a pris la documentation de système R que Jim disons, partagé avec la communauté scientifique. Il a copié le modèle et il a créé Oracle. Il s'est trouvé une niche de marché. À l'époque, il avait pas... Il était brillant, là. Il était brillant. Il n'a pas volé en tant que tel une propriété intellectuelle. Jim, lui, en a toujours voulu d'une certaine façon. Pas qu'il voulait des redevances, mais pour lui, c'était un peu une forme de capitalisme mal exploité. Mais il reste que Oracle, c'est grâce à Jim que ça, d'une certaine façon, que c'est gros. Oui, exact. Il a fait plein d'autres choses, il a fait plein d'innovations au travers de sa carrière là, au niveau du computing grid. Là, ça, c'est vraiment du calcul très, très avancé. Encore une fois, qui fait actuellement qu'on a des fermes de serveurs au lieu de des gros ordinateurs. Là, il y a cette technologie-là, encore une fois, ces algorithmes qu'il a créés ont aidé à ça. En cours de route, Jim s'est marié, s'est divorcé 2 fois. Il a rencontré Donna aussi, qui est une femme qui a une maîtrise en histoire. Comme tu disais, c'est quelqu'un qui était passionné, qui s'exprimait très, très bien. Et comme lui, c'est 2 êtres très, très pareils. Ces 2 geeks, là, ils trippent sur la navigation, la randonnée. Et même, ils ont une chambre thématique dans leur maison, là, si on veut, qui est tout sous un terme nautique. Fait qu'on voit que c'est un couple qui est très, 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 très compatible par rapport à ça. En 1995, Microsoft a recruté Jim, puis c'est là qu'il a travaillé sur le Terra Server en premier, là, qu'on vous disait, c'est qu'il est un amassement des photos satellites qui a réussi à les rendre disponibles sur le web. Puis l'autre chose qu'il a fait qui est très, très impressionnante, c'est qu'il a créé un genre de système de cartographie des étoiles massifs qui est utilisé encore partout dans le monde par les astronomes, autant professionnels qu'amateurs. Donc, c'est un homme vraiment fascinant. Les gens qui aiment l'informatique et tout ça, je vous invite à fouiller sa biographie si ça vous intéresse. Vous allez voir, il y a un très, très gros listing d'innovation. Mais là, on va revenir à sa disparition. 3 jours après le départ de Jim, on est maintenant le mercredi 31 janvier 2007, David Swatland tient une conférence de presse sur l'île de Yerba Buena. Il nous informe qu'ils ont fouillé 40 000 milles carrés d'océan. Quand on dit 1000, on parle de miles, là, de un peu l'unité de mesure américaine, là, et qu'ils ne peuvent pas chercher indéfiniment. Donc, évidemment, sont limités. On l'a vu dans plusieurs cas. Hein, dans le cas de la disparition du vol MH70, par exemple, on le voit des fois. Faut qu'il arrête. Là, on ne peut pas fouiller l'océan au complet. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est toujours une décision qui est très difficile. Qui est très difficile à prendre aussi, puis à quel moment on doit rompre les recherches, entre autres, à quel moment on annonce ça et comment on explique ça aux familles. Les dernières recherches se sont avérées être des impasses. Même un petit bateau projette généralement un grand champ de débris lorsqu'il coule, avec des coussins, des lampes de poche, des déchets, même de l'essence bouillonnante à la surface lorsqu'une fuite ou de l'huile. Chaude, mais les gardes-côtes n'ont rien trouvé qui ressemble à quoi que ce soit qui était sur le bateau de Jim. Ils annoncent donc la fin des recherches à 1h du matin, le lendemain, c'est-à-dire le 1er février 2007. La nouvelle n'a pas plu aux amis de Jim lors de la conférence de presse. Puis on sait que ses amis ont quand même beaucoup de moyens. Et encore plus lorsque les spéculations parmi les journalistes se sont tournées vers l'idée que Jim aurait pu échapper aux recherches intentionnellement ou encore s'être suicidé.
La première étape dans tout cas de personne disparue est de rendre le sujet de la recherche omniprésent. Donc, alors que le visage de Jim se propageait sur YouTube, des images de son bateau ont été affichées dans les marinas du Japon au Mexique, donc un peu partout. Oui. Plusieurs médias numériques de la culture geek de l'époque se sont aussi appropriés également la nouvelle afin de la diffuser puis de tenter de partager la chose. Donc, on se dit un peu que c'est sans doute ce que Jim aurait fait si lui serait parti à la recherche d'un proche. Puis le pire, c'est ce que tu viens de dire là, c'est souvent ce que plusieurs personnes ont dit, que Jim l'aurait fait pour eux. Ah, sans doute. Il aurait pris son bateau et serait parti lui-même. Il aurait fait la même chose, ouais. Oh oui. La division des relations publiques de Microsoft voulait éviter le plus possible que l'on associe Microsoft à la disparition de Jim dans l'actualité. Ouais. Cependant, dans les coulisses, Bill Gates a même embauché une entreprise privée, NetJets, pour continuer les recherches aériennes. Microsoft a de plus collaboré de près avec Google pour obtenir les images satellites, que sans doute Jim a collaboré à créer. Oui, aussi. Ensuite, les gardes-côtes ont fait quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire qu'au lieu d'annuler les recherches, David Swatland a changé d'avis et a décidé de redoubler les efforts. Il a déployé 2 avions C-130, 3 hélicoptères, 3 patrouilleurs et 4 canots de sauvetage à moteur pour s'aventurer aussi loin au sud que les îles anglo-normandes au large de Santa Barbara, mais aussi au nord de l'Oregon et à 300 000 au large, donc une zone de la taille de la République du Congo. Oui. Donc dites-vous qu'il était juste parti à 27 miles de la côte de San Francisco, Jim. Donc là, on est rendu à 300 000 au large, on est rendu beaucoup plus loin que là où était sa destination, en fait, là. Le temps était compté et si Jim était encore en vie, il n'avait que quelques jours de nourriture sur le bateau. C'est ça qui les inquiétait Ben aussi. oui. Parce que il était T'es pas vulnérable là, sur un Ben bateau s'il est arrivé un accident, si t'es blessé ou quoi que ce soit. Exact. Mais c'est toujours mystérieux quand même qu'il y a eu aucun système de sécurité d'activer ou c'est bizarre. Ou que lui n'ait pas ait pas levé de drapeau ou quoi que ce soit. On va y revenir dans les théories. Ouais. Il y a une certaine explication de par son comportement habituel. Oui, je sais où est-ce que tu t'en vas. Alors que la garde côtière a relancé ses efforts de recherche, les amis de Jim ont finalement obtenu des données fiables avec lesquelles travailler. Avec la bénédiction de l'Agence spatiale canadienne, un satellite appelé RadarSat-1, équipé d'un radar à ouverture synthétique qui perce les nuages, a survolé la zone de recherche avec des capteurs flamboyants. En plus des satellites, la NASA a proposé un pilote prévu pour un vol d'entraînement dans un ER-2, l'équivalent civil d'un avion espion, pour couvrir le littoral avec une caméra infrarouge. En quelques jours, cette portion de l'océan, près du Golden Gate, est devenue l'un des endroits les plus documentés de la planète. C'est ça qui est fou. Hein? Ils ont dû en trouver des choses qui n'avaient aucun lien avec Jim. Exact. L'avalanche de nouvelles données a créé une nouvelle série de défis et les photos satellites ne sont pas aussi simples à exploiter qu'ils le pensaient au départ. Il a fallu la collaboration de plusieurs experts scientifiques ainsi que de la communauté web pour tenter de décrypter la présence de Jim sur une photo satellite. 8 jours après la disparition, les volontaires avaient scruté environ 30 000 milles carrés d'eau en photo. Oui, je vous explique. En fait, c'est qu'étant donné qu'il fallait il y avait plein d'images satellites, puis souvent, il arrivait noir ou il y a plein de gens qui ont créé des algorithmes pour les nettoyer. Puis il y avait besoin aussi de filtrer des photos. Ils ont demandé à la communauté, ils ont créé des grids. Un peu, tu sais, quand il faut identifier, identifier les lumières, les feux de circulation, quand ils veulent s'assurer qu'on n'est pas un robot, là, ils ont fait cette même mécanique-là pour que plein de gens sur le web puissent classifier les images satellites. Il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un, tu sais, les éliminer. Et c'est fou encore là, du crowdsourcing. Il y avait des dizaines de milliers d'images et la communauté a participé pour les éliminer. Ah oui, c'est complètement fou. Environ 20 images ont été étiquetées comme probables et une a été étiquetée hautement probable. Ouais. Mais même avec une poignée de cibles probables, il y avait un autre obstacle avant que Microsoft puisse envoyer des avions de recherche.
Des jours s'étaient écoulés depuis que les objets dans les images avaient été capturés par les capteurs de satellites, parce qu'il y a un délai, évidemment. Ben oui. Ils auraient pu flotter à des kilomètres de leur emplacement d'origine. Les amis de Jim avaient besoin d'un moyen de prévoir où un voilier de 40 pieds dériverait, compte tenu de l'état du temps et des courants de surface. Et la météo aussi. Là. Oui, exact. Malgré l'aide d'experts pour prévoir le mouvement du voilier de Jim et l'identification de cibles prometteuses, la météo est intervenue. Encore. La pluie et les vents violents ont balayé la côte, retardant certains vols. Lorsque le ciel s'est enfin dégagé, toutes les pistes ont été traquées, mais les chercheurs sont revenus les mains vides encore une fois. Ouais. Ah, c'est beaucoup de déception. Malgré toute leur puissance technique et financière, les amis de Jim étaient à court d'options. La poussée massive pour créer de nouveaux outils pour la recherche et le sauvetage en mer avait été un succès, mais l'homme qui a inspiré l'effort était toujours introuvable. Les semaines s'écoulent et alors que l'hiver se transforme en printemps, parce que c'est au début de l'hiver, là, Donna a employé, elle, une entreprise privée pour ratisser le fond de l'océan au nord du Golden Gates avec un sonore à balayage latéral, même avec des véhicules sous-marins télécommandés. Elle aussi, là, elle a investi beaucoup d'argent. Là. Mais comme la perquisition dans sa maison, cette opération de sauvetage qui a duré 3 mois et demi n'a rien donné. Tout ça. Donc, c'est vraiment triste. Je me demande vraiment où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il a pu aboutir. Ce qui est fascinant avec Jim, c'est que même sa disparition s'est avérée être un acte de mentorat, parce que Jim, il a toujours voulu transmettre son savoir. Donc, tout ce qui s'est produit et fait durant sa recherche, c'est devenu un modèle des méthodes de sauvetage modernes avec des sauvetages en réseau qui appellent le crowdsourcing, qui permettent de sauver d'innombrables vies à l'avenir. Donc, tous ces mécanismes-là qui ont mis en place rapidement, ben ça resserre maintenant pour ça. Donc, je pense que s'il est mort puis il est capable de voir ça, je pense qu'il serait fier de ça. Là. Oui, même dans sa disparition, il a fait avancer la science. Exact, c'est ça qui est... Il y a un sacré karma, je trouve. Mais pour l'instant, sa famille et ses amis et ses collègues de Microsoft, Amazon, Google, la NASA et des laboratoires du monde entier sont toujours dans le néant sur la fin de Jim. On peut conclure comme ça la chronologie des événements en citant sa femme Donna qui nous dit « Malgré nos connaissances et notre technologie et le génie appliqué des scientifiques comme Jim, nous avons tous fini par nous sentir impuissants. Bien sûr, Jim lirait ce que je viens d'écrire et dirait « Ah, Donna, d'abord tu vis et ensuite tu meurs. Ensuite, il m'écraserait dans une étreinte d'ours et nous regarderions un film d'action. » Oh, n'est-ce pas romantique? Oui, je trouvais ça beau ce qu'elle disait. Puis c'est vrai, dans le fond, pour lui, je le connais pas personnellement, mais c'est ce qu'il lui dit, c'est on vit puis on finit par mourir. Comme si... Très pragmatique. Oui, exactement. Donc, je trouvais ça beau, cette petite phrase-là. Là, on va plonger dans les théories qui ont été sur le web, la famille, durant toute cette histoire-là. Bon, il faut savoir que son bateau, c'est un bateau qui est quand même fragile. Même si Jim, c'est pas un amateur de vitesse, c'est un bateau qui sert à la vitesse. Donc, je suis pas un expert, là, mais la coque et tout ça, c'est... Donc, quand on veut avoir de la vitesse, souvent le matériel est plus léger, donc souvent plus fragile. Ce qui c'est un CNC 40, là, le modèle de son bateau, là, pour les connaisseurs. Exactement. Et à cause de ça, ben en fait, ça aurait pu faire en sorte qu'il aurait pu frapper un objet lourd dans l'eau et rapidement, il n'aurait pas eu le temps de boucher le trou. Là, je lisais une analyse, il disait que si tu brises ta coque quand même avec un certain rayon, pas si gros que ça comme trou, ça va tellement vite que l'eau entre dans le bateau et que tu cales rapidement. Donc, ça pourrait être une des raisons, le fait que le bateau est fragile. Dans le fond, il aurait touché un objet en mer et tout simplement, il y aurait eu un accident. L'autre chose encore par rapport au bateau, c'est que le bateau a été brisé par le passé, en fait. C'est que Tenacious, il y a une dizaine d'années,
il y a eu un tuyau d'admission d'eau salée sur le bateau qui s'est effiloché contre le moteur. Et donc, quand ils ont trouvé cette fuite d'eau-là, qui était à la hauteur de la taille de la cabine, ben le bateau n'a pas séché dans son entièreté, puis ils ont l'impression que peut-être que le noyau en bois de la coque a peut-être pourri de l'intérieur, ce qui aurait encore plus fragilisé le bateau. Donc, encore là, c'est un autre élément qui fait en sorte que le bateau était peut-être pas aussi sécuritaire qu'on aurait pu le penser. Mm-hmm. Puis c'est une coque en fibre de verre. Hein? Ouais, pour exact. ceux qui ont déjà peut-être eu des kayaks en fibre de verre, c'est clair que c'est hyper léger. Ça se répare presque à l'infini du fibre de verre. Oui. Mais quand ça se casse, effectivement, ça fait crunch. Là. C'est pas très solide sur le coup là, au niveau des impacts. Ça n'a pas de résistance. L'autre théorie, c'est le mauvais temps, hein, qui fait partie de ça. Parce que même par temps clair, l'eau entre San Francisco et les Farallones, ça a l'air que c'est comme une machine à laver. Là. Ils appelaient ça comme dishwasher parce que ça brasse vraiment beaucoup. Pas dishwasher, mais plutôt clothes washer, peu importe. Là. En entrant ou en sortant du Golden Gate, les marins doivent contourner 2 voies de navigation qui chevauchent une zone de turbulence dangereuse là, qui est connue sous le nom de Potato Patch. Il y a un ingénieur de Microsoft nommé Phil Garrett qui a déterminé que le jour où Jim a mis les voiles, le vent était favorable du matin et le vent qui était favorable le matin s'est retourné contre lui dans l'après-midi, ce qui aurait pu expliquer en fait qu'il aurait pu déraper parce que le vent soufflait de l'est à plus de 8 nœuds. Et ce qui explique, c'est que même un marin chevronné de la région n'aurait pas pu s'attendre à ça puis aurait pu avoir de la difficulté à gérer ça. Donc, les vents forts sont difficiles par rapport à ça. C'est une autre des théories, la négligence. Puis c'est là que je voulais revenir sur le point que tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il avait activé, pourquoi il n'a pas activé son système de sécurité et tout ça, qu'automatiquement il se déclenche? Ça a l'air qu'il est un peu négligent là-dessus. On le sait, là, Jim, de ce qu'on connaît de lui, c'est quelqu'un qui fait un peu ce qu'il veut, il a confiance en lui, puis il n'est pas inquiet Il est plein de solutions. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'est pas inquiet de sortir du trouble s'il arrive quelque chose. Donc, on dirait que pour lui, c'était secondaire. Il avait caché sa balise radio d'urgence, donc justement, c'est ça qu'on vous parle, qui est conçu pour se déployer automatiquement sur une étagère dans la descente sous le pont. Puis il ne pense pas toujours de l'amener avant de quitter le dock, là, selon sa femme Donna. Fait que ça pourrait une des raisons, c'est pourquoi elle ne s'est pas déclenchée. Dans les théories, il y en a qui disent qu'il l'aurait fait volontairement, dans le sens qu'il l'aurait pour pas être retrouvé, là, si on y va avec les différentes théories de suicide et tout ça. Puis évidemment, Jim étant quelqu'un qui est très orienté solution, qui est très polyvalent, bricoleur, inventeur, ça se peut aussi que s'il y a eu un problème sur son bateau, pas forcément par orgueil, mais peut-être parce qu'il croyait très fort en ses capacités, qu'il aurait tenté de le résoudre lui-même sans appeler à l'aide. Il y a certains types de personnes qui ont moins tendance à appeler à l'aide, qui ont tendance à tenter de régler leurs problèmes eux-mêmes, et Jim faisait partie de cette catégorie-là. Je pense qu'il aurait tenté de s'aider avant d'appeler à l'aide, puis ça se peut que ce soit dans ce petit laps de temps-là que ce soit passé. Il y a des gens qui disent que, je lisais sur Reddit, des gens qui disaient que si c'était un marin beaucoup moins expérimenté qui aurait vécu la même chose, il y a peut-être plus de chances qu'il soit revenu. Oui, c'est vrai. En fait, parce qu'il aurait eu peur beaucoup plus tôt, puis il aurait appelé à l'aide beaucoup plus tôt, mettons qu'il y avait une tempête ou quelque chose comme ça, un accident. Oui, c'est effectivement, ça cadre bien avec la personnalité. L'autre élément dans les théories, c'est les débris manquants, comme on vous a dit. On n'a jamais rien retrouvé. Puis le mystère des débris manquants n'est peut-être pas si mystérieux que ça selon certains spécialistes. Si Tenacious avait pris l'eau, son moteur et ses réservoirs d'essence auraient coulé la poupe du bateau en premier. Donc les bouées de sauvetage ou les cordes pourraient avoir été ramassées dans la proue et aspirées sous les vagues assez rapidement. Mm-hmm. C'est ce qui explique là, qu'il pourrait ne pas avoir de débris. Mais je me demande si à un moment Encore une fois, c'est rare aussi. Là. Oui, c'est ça, exact. L'autre scénario dont on vous a parlé, c'est les disparitions volontaires. Le fait que Jim se serait peut-être enfui pour refaire sa vie, mais c'est tellement pas ça. Mais il y a quelques personnes qui ont l'impression que ça pourrait être ça parce que c'est quelqu'un qui fait un peu ce qu'il veut et quand il veut. Mais ses proches rejettent ça. Même les amis les plus proches de lui
Ils l'ont répété, il répétait tout le temps qu'il était satisfait avec sa femme, qu'il était satisfait au lit, parce qu'il précisait vraiment l'acte sexuel, là, puis qu'il gagnait déjà beaucoup d'argent chez Microsoft. Fait que c'est pas... il n'y a pas besoin d'aller refaire sa vie, là. C'est compliqué à aller refaire ta vie, là. Il y a une autre rumeur qui était sortie sur le web comme quoi il aurait démarré une nouvelle vie, soit au Mexique, puis j'ai même lu au Canada. Mais bon, je ne l'ai pas croisé encore. On dirait que je doute là-dessus. Et le suicide, avec la mort là, de sa mère, de son père dans les années précédentes, du père de Donna. Il aurait peut-être voulu en finir, mais ça, puis que justement, il n'aurait pas activé son système de sécurité pour ça, pas par laxisme comme il fait d'habitude. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses du suicide, là, mais on dirait que... Ben, je crois pas qu'il avait... on est toujours surpris quand quelqu'un se suicide. Oui, ça, donc, vrai. Même si ça va bien avec ta femme, même si tu as plein d'argent, c'est vrai, on voit énormément de cas de gens qui, sur papier, sont heureux, qui finalement, ils le sont pas. Mais malgré tout ça, j'ai pas l'impression que Jim était dans un état d'esprit pour commettre un suicide. Il partait... En fait, oui, ça devait être un voyage difficile, émotionnel avec sa mère, mais je pense que c'est un gars qui était... fondamentalement optimiste. Puis, tu sais, le message qu'il a laissé à sa fille aussi était très optimiste aussi. Puis, il décrivait un peu son pèlerinage comme étant pas forcément négatif. Non. Je vais aller déposer mamie dans sa nouvelle demeure. C'était presque poétique. Mm-hmm. Donc, ça devait jouer un rôle important dans son deuil d'une certaine façon. Oui. Donc, j'ai pas l'impression qu'il était dans un état d'esprit suicidaire au moment de son voyage. Non, moi non plus. L'autre théorie que je trouve un peu farfelue, mais on dirait que des fois, il aurait été mangé par des orques. Ouais. Ça a l'air qu'il y en a dans cet endroit-là, mais ça attaque-tu les bateaux? Ouais. Il aurait tomber du bateau puis être mangé, mais le bateau, il reste qu'il n'a toujours pas été retrouvé non plus. Mais je l'ai vu à plusieurs endroits, même dans un article du San Francisco Gate. Là. Fait que, pas que ça rend la théorie crédible, mais dans le sens que ça a été quand même énoncé comme quelque chose de peut-être plausible. Ouais. La dernière, c'est l'enlèvement politique par des sous-marins chinois qui aurait pu, dans le fond, le kidnapper et profiter de son expertise en Chine et le cacher et tout ça. Ça aussi, malgré que je ne suis pas capable de l'éliminer à 100%, ça me surprendrait que ce genre de choses-là arrive. Parce que si ça se découvrait, là, imagine la guerre politique, tu sais, ça serait fou. Là. J'y crois pas, mais c'était dans les théories. Soulevées. Toi, Emile, tu as même vu un mystérieux post sur Reddit. Parle-nous-en donc un peu. Évidemment, comme toute bonne histoire mystérieuse, il y a des théories sur Reddit. Imaginez-vous donc... En fait, en mai 2012, et ça, c'est environ 3 mois après que Jim Gray a été déclaré mort, parce qu'il a été déclaré mort, même si on n'a pas retrouvé son corps et tout ça, il a été déclaré mort en 2012. Ouais. Donc, quelques années plus tard. Oui, c'est souvent 5 ans est un peu le laps de temps minimum là, que souvent la famille attend avant de se prononcer là-dessus. Ouais. Mais en mai 2012, sur un fil de discussion dans la rubrique Ask Reddit, vous savez, c'est une très populaire section de Reddit où on peut poser un peu n'importe quelle question. Il y a quelqu'un qui a posé la question « Quel est votre secret le plus incroyable qu'il pourrait ruiner votre vie? » Et là, il y a plein de gens qui répondent plein de trucs. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui a créé un compte jetable, ce qu'on appelle un throwaway account, du nom de Tom Gold Account. Et lui, sa réponse a été « J'ai fait croire à ma famille que j'étais mort lors d'une excursion en bateau dans le Pacifique. Il souligne qu'il est mort aux États-Unis et qu'il vit maintenant au Kenya sous un faux nom. » Et là, ce qui est étrange, c'est que évidemment, cette publication-là peut être une fiction complète. Il n'est pas rare que les gens disent n'importe quoi sur Reddit. Mais s'il est vrai, c'est la seule disparition d'un Américain dans le Pacifique dans laquelle, de un, la personne voyageait seule, dans laquelle aucune épave ou corps n'a jamais été retrouvé,
où aucun signal de détresse n'a été reçu. Et en plus, la chronologie correspond raisonnablement bien avec les dates là, au niveau de la disparition de Jim Gray puis du moment où il a été prononcé mort. Oui, donc, c'est vrai. encore une fois, cette publication-là sur Reddit a semé des doutes parce que lorsqu'il y a eu des recherches qui sont faites dans les dernières années, il y a à peu près juste Jim qui aurait disparu dans le Pacifique à ce moment-là. Donc, évidemment, cette personne-là, Tom Gold Account sur Reddit, c'est sa seule publication. Il a jamais publié autre chose et il s'est tué à jamais. Donc, on n'en saura jamais plus, mais c'est quand même assez weird, je dois dire. C'est très weird, mais connaissant sa connaissance du web et tout ça, je suis pas sûr qu'il aurait fait ça, qu'il aurait publié ça. Pourquoi? Je pense que c'est juste pour faire parler quelqu'un qui a voulu faire déclencher quelque chose. Ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui a dit « Ah, moi, je vais tenter de... Je vais faire un... » Peut-être que quelqu'un avait lu la nouvelle, la disparition de Jim Gray quelques mois auparavant, vu qu'il venait d'être déclaré mort, puis il a dit « Ah, ben, je vais bien rigoler sur Reddit en prétendant que je suis Jim Gray. » Mais sait-on jamais, c'est peut-être vrai aussi. Oui, on peut jamais l'exclure à 100%. C'est sans doute son genre, Jim Gray, d'aller sur Reddit. Aussi. Oui, ça c'est sûr, effectivement. Bon, on a fait le tour quand même de cette histoire assez étrange. Seb, là, on a déjà élaboré quelques théories. Toi, est-ce qu'il y en a une qui prédomine? Oui, avec le recul, j'ai l'impression qu'il y a eu un accident, tout simplement. Un accident malchanceux. Avec ce que tu me dis, que j'avais pas pensé que le fait qu'il est expérimenté, que ça a empiré son problème à cause de sa confiance en lui pour régler le problème, ça, je n'avais pas pensé. Fait qu'on dirait que ça me dirige encore plus vers cette théorie-là. Le fait que ça s'est fait très, très vite, ce qui expliquerait justement qu'il n'y a aucun débris, puis qu'on ne l'a jamais retrouvé rapidement, parce que les recherches n'ont pas commencé tout de suite aussi, puis l'eau, c'est profond. Donc, on dit que pour moi, c'est la seule théorie, je crois pas vraiment aux autres, là, malgré que ça pourrait arriver. De ton côté, toi, laquelle? Un peu comme toi, on dirait, le suicide, j'y crois pas. La disparition volontaire, c'est sûr, c'est rigolo. On aimerait y croire. On aimerait y croire qu'il est encore en vie, puis qu'il est à quelque part, puis qu'il a même inventé d'autres choses sous un autre nom ailleurs. On aimerait y croire. Écoute, c'est tout de même possible, mais on dirait que j'y crois pas non plus. C'est quelqu'un qui a toujours été... Tu sais que, je veux pas dire casanier parce qu'il était très aventurier, mais en même temps, il a toujours demeuré dans la même région. Sa fille habite dans la même région, elle aussi, à Santa Barbara. Donc, j'ai l'impression qu'il était bien établi dans le coin de San Francisco. Tu sais, il voulait pas déménager à Microsoft dans l'État de Washington. Donc, ça me surprendrait tellement. Je trouve pas qu'il y a le profil de quelqu'un qui veut démarrer une autre vie dans un autre pays ou ailleurs. Mais non, il verrait plus sa fille, son petit-fils. Donc, je penche aussi vers un accident qui s'est mal tourné sur le bateau, puis peut-être justement par témérité, peut-être ou par soif de challenge, il aurait tenté de résoudre lui-même son problème sur son bateau et que ça ait mal tourné. Mais tu sais, j'arrive pas à expliquer le manque de débris. Quoi qu'on l'a vu dans d'autres histoires, qu'il n'y ait pas de débris ou même des avions qui disparaissent en pleine mer. On trouve pas de débris. Donc, ça me titille. Même après l'épisode, je pense que je vais continuer à faire des recherches puis à me tenir au courant. C'est pas impossible que ça se résoudre. Que même les technologies numériques aide à résoudre cette disparition-là, dans quelques années. Donc, Puis on fait d'autres, là, on n'a pas pu tout élaborer, toutes les tactiques de recherche, mais il y a, sa femme qui a fait des recherches sous-mer, mais il y en a eu plein d'autres aussi là, de ce type-là pour aller fouiller, trouver les débris. C'est ça aussi, c'est la superficie qu'ils ont fouillé puis qu'ils ne trouvent rien, mais l'eau, c'est profond aussi. Là. J'ai l'impression qu'il y a une limite aussi à ce que tu peux aller fouiller dans l'eau, avec les vents, la marée, l'eau bouge, c'est tellement vivant que, d'après moi, c'est ça, il est juste ailleurs dans l'eau profonde qu'on trouvera peut-être jamais, mais je me dis que peut-être, un peu comme tu dis, il y a peut-être un morceau qui va apparaître
en Australie, je dis n'importe quoi, à un moment donné, puis ça va être le mât noir de Tenacious. Ouais, de Tenacious, puis ça va être lui. Là. Donc, on espère là, qu'un jour, peut-être, on va avoir une réponse. Je pense vraiment à sa femme. Ça ne doit pas être évident de vivre avec cette absence de réponse-là. Ben, c'est une grosse perte pour la science, mais en même temps, Jim a légué beaucoup aussi, d'une certaine façon, à l'humanité grâce à ses inventions. Donc, c'est quelqu'un qu'on n'oubliera pas, en fait, dont la légende va demeurer. Oh oui. Et vous, les Distordus, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Vous pouvez nous le dire, faites-nous plaisir, vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux, nous rejoindre sur Instagram, entre autres, on est Distorsion Podcast. Même chose sur Facebook, sur Twitter, on est là aussi, Distorsion Pod. On a un groupe privé de discussion sur Facebook aussi que vous pouvez rejoindre. On est sur YouTube, donc on veut savoir ce que vous en pensez. On vous rappelle que Distorsion, c'est une création de moi-même, Émile, et de Seb ici. Le montage est effectué par André Beaupré. La musique de cet épisode nous est créée par RB. Cette saison-ci, moi-même et RB, qui est un musicien ambiant que j'apprécie beaucoup, on se sépare les épisodes, on essaie d'alterner et éventuellement, peut-être même à la fin de la saison, on va peut-être sortir une compilation parce que c'est que de la musique originale en fait qu'on a créée pour cette saison-ci. Donc, merci à toi, RB, et vous savez où nous trouver encore une fois. Et évidemment, on n'a pas le choix de remercier nos Patreons. On s'excuse d'avance à ceux qui trouvent que ça tarde avant d'avoir un shout-out. C'est normal. Nous, on pensait qu'on allait avoir 15-20 membres Patreon et qu'on allait régler ça, là, les shout-outs, en quelques épisodes. Mais rendu à plus de 600, et avec le va-et-vient des gens qui se désabonnent, qui reviennent et tout ça, on a passé la marque des 700, même 800 membres Patreon. Donc, on a encore beaucoup de shout-out à faire, mais on vous oubliera jamais. Là. Faites-nous confiance. Et je te laisse commencer, mon cher Seb. J'y vais. Beaucoup d'amour pour Marc T, Catherine D, le mystérieux ou la mystérieuse Lemaire, Simon V et Catherine M. Aussi un gros shout-out à Marie-Pierre B, Vincent LL, Seb J, Caroline S et Maude LF. Charlie D, Marianne Cam, Mélissa B et Sophie B. Une tape dans la main de Gros Bob 3000, Marion, Nicolas, Rebecca L, Gwenawel V. Et je poursuis avec Thibaut M, Sylvain, Émilie P, Noémie J.B. et Chaton Brutal. Shout-out à toi. Beaucoup d'amour à Carl L, à Anissa, à Mathieu G, Simon D et Catherine D. High five à DSG, à Jardinière, à Charles M, à Gabriel L et à Grémory R. On ne pourrait pas vivre sans la contribution de Hélène T, Simon B, Marc F, Jessica et MC Bruno. Et là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Sachez que même avec tous les moyens du monde, on peut envoyer quelqu'un dans l'espace, mais il est encore difficile de retrouver des gens disparus sur notre propre planète.